Ma sœur se marie, ma famille annule mon invitation mais garde mes 50 000 euros. J'ai dit, annulez tous les prestataires. Mais monsieur, vous les possédez tous. Ma famille a annulé mon invitation au mariage de ma sœur mais a gardé les 50 000 euros que j'avais payés. Une trahison froide, calculée. J'ai alors ordonné à mon équipe d'annuler absolument tous les prestataires du mariage. Ce que mes parents ne savaient pas, ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer dans leur mépris constant, c'est que je les possédais tous. Absolument tous. Ceci est mon histoire. Avant d'entrer dans les détails de cette revanche qui a redéfini ma famille, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Le stylo Montblanc était suspendu dans ma main, son poids soudain écrasant. L'encre de la signature à moitié formée commençait à baver sur le contrat d'acquisition, une tache sombre et humide qui ressemblait étrangement à une blessure ouverte. J'étais au sommet de la tour Oxygène, dans mon bureau d'angle qui surplombait tout Lyon. Le panorama de la ville, de Fourvière à la Part-Dieu, était normalement une source de fierté, le rappel constant du chemin parcouru, de l'empire que j'avais bâti brique par brique, ligne de code par ligne de code. Mais à cet instant, la ville en contrebas semblait floue, distante. Au téléphone, la voix de Madame Dubois, l'organisatrice du mariage de ma sœur Adélie, était chargée d'une hésitation professionnelle, le genre de ton qu'on emploie pour annoncer une mauvaise nouvelle sans en prendre la responsabilité. Monsieur Éloi, je suis vraiment navré, mais votre famille a demandé que nous vous retirions de la liste des invités. Un silence glacial s'installa, seulement brisé par le vrombissement lointain de la ville. Mon cerveau refusait de traiter l'information. Il doit y avoir une méprise, ai-je réussi à articuler, ma voix plus stable que mes doigts qui commençaient à trembler. J'ai contribué à hauteur de 50 000 euros pour ce mariage. Oui, eh bien. Elle marqua une pause, clairement mal à l'aise. On m'a informé que ces fonds étaient considérés comme un cadeau. Un cadeau sans aucune attente en retour. Cadeau. Le mot résonna dans mon crâne comme une insulte. Le contrat de plusieurs millions d'euros sur mon bureau, qui allait faire de mon entreprise un leader européen de la tech immobilière, perdit toute son importance. Cette trahison, survenant au moment même de mon plus grand triomphe professionnel, était d'une cruauté exquise. Dans ma tête, une image vieille de 20 ans refit surface avec une clarté douloureuse. J'avais 15 ans. J'avais passé des semaines à développer mon premier site web, une petite plateforme de vente en ligne. Je me souviens de l'excitation, de la fierté en le montrant à mon père, Hervé. Il avait à peine jeté un coup d'œil à l'écran, avant de soupirer avec lassitude. Éloi, concentre-toi sur tes études. Arrête de perdre ton temps avec ces bêtises inutiles. Ces mots, bêtises inutiles, avaient défini la manière dont ma famille percevait chacune de mes réussites. Mon premier million, ma première acquisition, la croissance exponentielle de Éloi Enterprises, tout cela n'était que de la chance, des jeux d'ordinateur. Pendant ce temps, la carrière stable mais prévisible du fiancé d'Adélie dans une banque était une vraie réussite. Cette blessure, cette invalidation constante, venait d'être rouverte avec une brutalité inouïe. Ce n'était pas une nouvelle attaque. C'était le même mépris, la même gifle, mais en public, orchestré par les miens. Je repris contenance, le froid de la colère remplaçant le choc initial. Madame Dubois, je vous prie de m'envoyer par email un décompte détaillé de l'utilisation de ma contribution. Immédiatement. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre, le contact froid du téléphone contre ma paume. Il pensait pouvoir m'effacer si facilement? M'utiliser puis me jeter comme un vieux jouet? Il venait de commettre une erreur. Une erreur monumentale. Car cette fois, le garçon de 15 ans qui cherchait désespérément l'approbation de son père avait disparu. À sa place se tenait un homme qui avait appris une leçon cruciale, dans ce monde, le respect ne se demande pas, il s'impose. Et ils allaient apprendre à me respecter. Mais ce que j'ignorais encore, c'était la profondeur de leur tromperie, et l'étendue terrifiante de mon propre pouvoir sur eux. La colère est une chose curieuse. Elle peut être un feu destructeur qui consume tout sur son passage. Ou elle peut devenir un glacier, froid, lent, mais d'une puissance inarrêtable. Assis dans le silence de mon bureau,
Je sentais le feu se transformer en glace. Ma respiration ralentit. Mon pouls se stabilisa. L'heure n'était plus à l'émotion brute, mais à la stratégie. J'appuyai sur l'interphone. Valérie au service juridique, dans mon bureau dans 5 minutes, dis-je à mon assistante, ma voix dénuée de toute inflexion. Pendant que j'attendais, une notification apparut sur mon écran. L'email de Madame Dubois. Je l'ouvris. C'était un simple tableau Excel, listant les acomptes versés aux différents prestataires. Mais c'est la première ligne du corps du message qui me fit serrer les poings. Suite à notre conversation, et pour confirmer l'utilisation du cadeau généreux de Monsieur et Madame Hervé Martin. Mon propre nom, mon propre argent, effacé et remplacé. Ils n'avaient pas seulement pris mes fonds, ils avaient volé mon geste, se l'appropriant sans la moindre honte. C'était le coup de grâce. La confirmation que ce n'était pas un oubli, mais un acte délibéré de malveillance. C'est alors que je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ouvris Pandora. Ce n'était pas un simple logiciel de gestion d'actifs, c'était le cerveau de mon empire, une interface que j'avais conçue moi-même pour cartographier et contrôler chaque investissement, chaque participation, chaque filiale que je possédais. Un par un, je saisis les noms des prestataires listés dans l'email de Madame Dubois. Le premier, Saveur de Lyon, le traiteur le plus en vue de la ville. Pandora afficha le résultat, filiale détenue à 70% par Eloi Hospitality Group depuis l'acquisition de Q3 l'année dernière. Je fronçai les sourcils. Une coïncidence. Le deuxième, l'objectif parfait, le studio du photographe de mariage le plus cher de la région. Pandora clignota, participation majoritaire acquise via le fonds d'investissement Vision Tech il y a 18 mois. Mon cœur commença à battre plus fort. Ce n'était plus une coïncidence. Le troisième, Fleur d'Éden, le fleuriste qui décorait les événements les plus prestigieux. Le résultat fut instantané, entièrement détenu par Verdant Venture, un de nos fonds verts, depuis janvier. Je continuai, nom après nom. L'orchestre, la location de la voiture de luxe, même l'entreprise qui fournissait les chapiteaux. Tous, sans exception, me ramenaient à moi. C'étaient mes entreprises, mes investissements, des ramifications de l'empire qu'ils qualifiaient de bêtises inutiles. J'avais passé les 5 dernières années à diversifier mes actifs, à racheter discrètement des entreprises prometteuses dans des secteurs traditionnels, une stratégie que je n'avais jamais jugé utile de leur expliquer. Je me laissai retomber contre mon fauteuil, un rire sec et sans joie s'échappant de mes lèvres. C'était d'une ironie cosmique. Absolue. Ils avaient méticuleusement choisi les prestataires les plus prestigieux pour le mariage de leur fille, sans se douter une seule seconde qu'ils faisaient leurs emplettes dans mon propre magasin, avec mon propre argent. Ils se pavanaient dans une toile complexe, admirant ces fils dorés, sans savoir que j'étais l'araignée silencieuse assise en son centre. La porte s'ouvrit sur maître Valérie Perrin, ma directrice juridique. Elle me regarda, perplexe devant mon étrange hilarité. « Vous vouliez me voir, Éloi ?» Je pivotai vers elle, mon rire s'éteignant pour laisser place à un sourire glacial. « Valérie, dis-je lentement. J'ai besoin de connaître les clauses de résiliation de certains contrats. Très précisément. Il est temps de tirer sur quelques fils. » La salle de conférence était un sanctuaire de verre et d'acier poli, surplombant le confluent du Rhône et de la Saône. Un lieu conçu pour les décisions à 7 chiffres et les négociations impitoyables. Valérie Perrin et Bastien, mon directeur des opérations, étaient assis en face de moi, leur visage une étude de neutralité professionnelle. Ils savaient que lorsque je convoquais une réunion de cette nature, l'heure n'était pas aux mondanités. Voici la situation, commençai-je, ma voix calme et mesurée. Je leur exposai les faits, sans émotion. L'invitation annulée, les 50 000 € détournés, et la découverte stupéfiante de ma propriété sur l'ensemble des prestataires. Valérie ajusta ses lunettes, ses yeux vifs analysant déjà les implications juridiques. Les contrats, Éloi. Laisse-moi voir les contrats standards que nous utilisons pour nos filiales dans l'événementiel. Bastien projeta les documents sur le grand écran mural. Valérie les parcourut en silence, son doigt tapotant l'écran tactile pour surligner des passages. Au bout d'une minute qui parut une éternité, elle leva les yeux. « C'est blindé »,
dit-elle avec une satisfaction non dissimulée. Nous avons insisté sur cette clause il y a 2 ans. Résiliation unilatérale possible avec un préavis de 21 jours. Sans pénalité. Juste la perte de l'acompte initial. Un sourire fin étira mes lèvres. 21 jours. Le mariage était dans 25 jours. Le timing était parfait. C'est alors que Bastien se racla la gorge. Il y a autre chose, Éloi. Quelque chose que tu ne sais peut-être pas encore. Il fit apparaître une autre série de documents à l'écran. Des actes notariés, des registres de société. Le lieu de la réception. Le château de la Vigne Dorée, en plein cœur du Beaujolais. Quoi, ce château, demandai-je, intrigué. La société holding qui le possède, Patrimoine et Terroir SAS, expliqua Bastien, a été finalisée dans le cadre de notre acquisition du fonds immobilier Pierre Invest le mois dernier. Les derniers papiers ont été signés il y a 3 jours. Il me regarda droit dans les yeux. Éloi, tu es le propriétaire du château. Le dernier morceau du puzzle venait de se mettre en place. La toile était complète. Ils allaient célébrer l'exclusion de leur fils dans sa propre maison. L'ironie n'était plus cosmique, elle était biblique. Valérie, cependant, reprit son rôle d'avocate du diable. Éloi, je dois te mettre en garde. Sur le plan juridique, ils peuvent tenter de plaider la rupture abusive de contrat, même si nos clauses sont solides. Mais le plus grand risque est médiatique. Un magnate de la tech sabote le mariage de sa sœur, ce n'est pas le genre de titre que nous voulons à la veille de notre introduction en bourse. Je me levai et m'approchai de l'immense bail vitré. En bas, la vie suivait son cours. Des milliers de personnes, chacune avec ses propres drames, ses propres batailles. Mais celle-ci était la mienne. Des années de mépris, de dénigrement, de sourires condescendants. Maître Perrin parlait de risque médiatique. Mais quel était le risque de continuer à laisser ma propre famille me piétiner, me manquer de respect de la manière la plus fondamentale qui soit? Je me retournai, le reflet de mon visage dur et déterminé dans la vitre. Bastien, dis-je, ma voix ne tremblant pas, prépare les notifications de résiliation. Pour chaque prestataire. Y compris le château. Valérie, prépare une réponse juridique pour toute éventualité. Je les regardai, l'un après l'autre. Lancer la procédure. Coordination simultanée. Je veux que tout le monde reçoive son avis d'annulation dans la même heure. Maintenant. Ils hochèrent la tête, sans poser d'autres questions. Ils me connaissaient. Ils savaient que la décision était irrévocable. À peine furent-ils sortis que mon téléphone de bureau sonna. Je décrochai. Monsieur Éloi? C'est Madame Dubois. Sa voix était méconnaissable, aiguë de panique. Il doit y avoir une terrible erreur. Je reçois des emails, tous les prestataires, l'un après l'autre, ils annulent. Le traiteur, le photographe, même le château. C'est un cauchemar. Je laissai un long silence s'installer, savourant sa panique. Il n'y a aucune erreur, Madame Dubois, répondis-je enfin, ma voix glaciale. C'est simplement une restructuration commerciale. Apparemment, l'événement en question ne correspond plus à la stratégie de nos entreprises. Puis j'ajoutai, avant de raccrocher doucement, vous pouvez dire à ma famille que le jeu vient de commencer. Le calme qui suivit le lancement de l'offensive fut de courte durée. Ce fut d'abord un grondement lointain, puis une vague, et enfin un véritable tsunami de fureur qui déferla sur moi. Mon téléphone personnel, habituellement silencieux et professionnel, se transforma en un portail vers l'enfer familial. Le premier appel fut celui de mon père. Je le laissai sonner, écoutant ensuite le message vocal qu'il laissa, sa voix étranglée par la rage. Éloi! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rappelle-moi immédiatement. Tu es en train de tout gâcher. C'est un sabotage, un acte criminel. Je vais appeler mon avocat, tu m'entends? L'ironie de la situation, mon père menaçant de poursuivre les entreprises de son propre fils aurait été comique si sa colère n'avait pas été si palpable. Puis ce fut ma mère, Martine. Sa tactique était différente. Pas de menace, mais un torrent de culpabilité théâtrale. Sa voix, au téléphone,
était tremblante de larmes que je savais parfaitement feintes. Mon chéri, comment peux-tu faire ça? À ta propre sœur? Le plus beau jour de sa vie. Nous t'avons élevé pour que tu sois un homme bon, pas un monstre qui détruit le bonheur de sa famille. Adélie est inconsolable. Je coupai le message au milieu de sa tirade. Adélie. Ma sœur. Pendant un instant, un doute me traversa. Était-elle une victime innocente dans tout cela, manipulée par nos parents? Je chassai cette pensée. Elle avait 28 ans, pas 12. Elle était assez grande pour savoir ce qui était juste. Et comme pour confirmer mes pensées, une notification Instagram apparut. C'était une publication d'Adélie. Une photo en noir et blanc, très artistique, de sa bague de fiançailles posée sur un piano. La légende disait, parfois, les personnes qui devraient vous aimer le plus sont celles qui vous blessent le plus profondément. Je suis reconnaissante d'avoir des gens qui me soutiennent pendant que d'autres, rongés par l'égoïsme, détruisent le bonheur pour leur propre plaisir. #famille, #trahison, #mariage. Les commentaires affluèrent. Des cœurs brisés, des messages de soutien. Courage, ma belle, on est avec toi, laisse les gens toxiques derrière toi. Elle ne m'avait pas nommée, mais elle n'en avait pas besoin. En quelques mots, elle m'avait peint comme le méchant de l'histoire aux yeux de centaines de personnes. La solitude que je ressentis à ce moment-là fut profonde, une sensation familière qui m'avait accompagnée toute ma vie. J'étais l'outsider, le mouton noir dont la seule valeur était son portefeuille. Je regardais la photo de famille sur mon bureau, la seule que j'avais gardée. Elle datait de la remise de diplôme d'Adélie, il y a 10 ans. Nous sourions tous, mais même à l'époque, je pouvais voir la distance dans nos yeux. Mon téléphone vibra à nouveau. Puis encore. Des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Tous avaient reçu la version de l'histoire de mes parents. Tous m'appelaient pour me faire la morale, pour me dire que le sang est plus épais que l'eau et que je devais ravaler ma fierté. Épuisé, je mis mon téléphone en mode silencieux. La bataille ne se gagnerait pas par des appels téléphoniques. Elle se gagnerait avec des faits, avec des preuves. J'ouvris mon ordinateur et commençai à fouiller dans des années d'archives numériques. Des emails, des messages, des conversations. Chaque pièce du puzzle qui montrait leur mépris systématique. C'est alors qu'un nouveau message s'afficha, provenant d'un numéro que je reconnus immédiatement. Ma tante Isabelle, la sœur de ma mère, la seule personne de la famille qui m'avait toujours traité avec une gentillesse sincère. Son message était court et alarmant. Éloi, fais très attention. Ton père n'est pas seulement en colère. Il vient de passer un long coup de fil à Bernard Lemaître. Mon sang se glaça. Bernard Lemaître. Un journaliste indépendant, connu pour ses articles à charge, un mercenaire de la plume qui pouvait détruire une réputation contre un chèque suffisant. Mon père ne voulait pas seulement récupérer le mariage. Il voulait me détruire. La guerre venait de changer de dimension. L'article parut 2 jours plus tard. Pas dans un grand journal, mais sur un blog économique de niche, l'un de ceux connus pour être une plateforme de journalisme de mercenaires. Le titre était insidieux. Quand les nouveaux riches de la tech perdent les pédales, un drame familial lyonnais secoue le milieu des affaires. L'article ne me nommait pas directement, mais les détails étaient suffisamment précis pour que quiconque dans mon cercle professionnel fasse le lien. Il parlait d'un jeune entrepreneur arrogant, d'un caprice de diva, et insinuait que j'utilisais les ressources de mon entreprise pour mener une vendetta personnelle. La source anonyme, citée abondamment, ne pouvait être que mon père. Il avait dépeint mes actions non comme une réponse à une injustice, mais comme la preuve d'une instabilité émotionnelle dangereuse pour un chef d'entreprise. C'était un coup bas, une attaque calculée non pas sur mes actions, mais sur mon caractère, sur ma crédibilité. Les répercussions furent immédiates. Le matin même, je reçus un appel de Monsieur Durand, un investisseur clé pour notre prochaine levée de fonds. Son ton était poli, mais l'empreint d'une froideur nouvelle. Éloi, nous avons lu des choses inquiétantes. Nous devons nous rencontrer pour discuter de la stabilité de votre direction. Le mot stabilité était une dague empoisonnée. C'était exactement le but de mon père. Me faire passer pour un fou, un risque pour les investisseurs.
Plus tard dans la journée, je retrouvai Alaric, mon meilleur ami et partenaire commercial depuis le début, sur la terrasse d'un café des pentes de la Croix-Rousse. Le soleil de fin d'après-midi baignait la ville d'une lumière dorée, mais je ne voyais que du gris. Je lui racontai tout, y compris l'article. Alaric m'écouta en silence, sirotant son café. Quand j'eus fini, il posa sa tasse et me regarda fixement. Il a franchi une ligne, dit-il simplement. C'est indéniable. Mais je dois te poser une question, mon ami. Et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu fais tout ça pour obtenir justice, ou pour leur faire mal? Est-ce que tu veux qu'ils te respectent, ou qu'ils te craignent? Sa question me frappa de plein fouet. Justice. Respect. Peur. Revanche. Les mots se bousculaient dans ma tête. Au début, ma réaction avait été viscérale, une réponse à la douleur. Mais maintenant? L'annulation des prestataires, la panique de mes parents, une partie de moi en avait tiré une satisfaction sombre et amère. Étais-je en train de devenir le monstre qu'ils prétendaient que j'étais? Parce que si tu veux le respect, continua Alaric, sa voix douce mais ferme, la stratégie est différente. Le respect ne s'obtient pas en détruisant, mais en construisant quelque chose de si grand qu'ils ne peuvent plus l'ignorer. Ta vengeance est compréhensible, Éloi. Mais ne la laisse pas te consumer et détruire ce que tu as mis des années à bâtir. Je restai silencieux, le regard perdu sur les toits de Lyon. Les paroles d'Alaric avaient touché une corde sensible. Il avait raison. Mon père se battait avec des armes sales, dans la boue. Si je descendais à son niveau, nous ne serions plus que deux hommes couverts de boue. Je devais me battre sur mon propre terrain. Le terrain de l'intelligence, de la stratégie, et du succès écrasant. Je sais que beaucoup d'entre vous ont dû faire face à des situations familiales complexes, où l'amour et la douleur sont inextricablement liés. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué sur la voie de la vengeance totale, ou auriez-vous changé de stratégie, comme Alaric le suggérait? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse vraiment. Le chemin à suivre n'était pas clair, mais une chose était certaine. Mon père avait voulu me salir, me diminuer aux yeux du monde. Il allait découvrir que lorsqu'on jette de la boue sur le soleil, elle ne fait que sécher et tomber en poussière. Mon empire n'était pas seulement fait de chiffres et de contrats. Il était fait de résilience. Et ma résilience était sur le point d'être mise à l'épreuve. La conversation avec Alaric fut un électrochoc. Je rentrai à mon bureau ce soir-là avec une nouvelle détermination. Mon père avait choisi le champ de bataille de l'opinion publique? Très bien. Mais il avait apporté un couteau à une bataille de chars d'assaut. La première chose que je fis fut de convoquer une réunion d'urgence avec mon équipe de relations publiques. Je leur mis toutes les cartes sur la table, sans rien cacher du contexte familial. Le professionnalisme de mon équipe fut exemplaire. En moins d'une heure, une contre-stratégie était en place. L'article de Lemaître est de la boue, dit ma directrice de com, une femme brillante nommée Chloé. On ne répond pas à la boue en jetant de la boue. On allume un projecteur si puissant que la boue devient invisible. Le plan était simple, mais audacieux. Au lieu de nier ou de commenter le drame familial, nous allions le noyer sous un déluge d'informations positives et incontestables. Le lendemain matin, nous avons contacté Les Échos, Le Figaro Économie, deux des publications économiques les plus respectées de France. Nous leur avons offert une exclusivité, une interview approfondie avec moi, accompagnée d'une visite de notre nouveau campus RD et d'une annonce majeure concernant notre expansion internationale. Le thème, Éloi Enterprises, comment la tech lyonnaise redéfinit l'avenir de l'immobilier européen. Pendant que mon équipe PR travaillait sur les angles médiatiques, je m'attelai à une autre tâche. Je passai une partie de la nuit à compiler un dossier. Pas un dossier de vengeance, mais un dossier de vérité. J'y ai rassemblé chaque email, chaque message de tante Isabelle qui témoignait de la manière dont mes parents avaient systématiquement minimisé mes succès. Oh, Éloi! Il s'amuse avec ses ordinateurs, avait écrit ma mère à un cousin. Son entreprise? C'est une petite affaire, rien de sérieux, avait dit mon père lors d'un repas de famille. Je n'ai pas rassemblé ces preuves pour les leur jeter au visage, mais pour moi. Pour me rappeler pourquoi je me battais.
Ce n'était pas pour un mariage. C'était pour 20 ans de dénigrement. 20 ans où l'on m'avait fait sentir que je n'étais pas assez bien. Le matin de l'interview prévue avec les Échos, je me sentais plus calme, plus centré. J'avais repris le contrôle du narratif. J'étais prêt. C'est à ce moment-là que l'interphone sonna. La voix de mon assistante était tendue. Monsieur Éloi, votre famille est à la réception. Vos parents et votre sœur. Ils exigent de vous voir. Je fermai les yeux un instant. Bien sûr. Ils avaient dû voir que leur petite attaque médiatique n'avait pas fonctionné, et maintenant ils passaient au plan B, l'assaut frontal. Dites-leur que je suis en réunion et que je ne suis pas disponible, répondis-je. Quelques secondes plus tard, la voix de mon assistante revint, plus paniquée cette fois. Monsieur, votre père crie. Il dit que si vous ne descendez pas immédiatement, il va faire un scandale devant les journalistes qui attendent dans le hall. Les journalistes. Ils étaient déjà là pour l'interview. Mon père utilisait leur présence comme une arme, comme un moyen de chantage. Il me mettait au pied du mur. Je sentis la glace de ma colère se fissurer. Je pris une profonde inspiration. Très bien, dis-je, ma voix redevenant calme. Faites-les monter. Mais pas dans la salle de réunion. Faites-les venir ici. Dans mon bureau. Le sanctuaire de mon pouvoir. Le sommet de mon empire. Si confrontation il devait y avoir, elle aurait lieu sur mon territoire. Le rideau était sur le point de se lever sur l'acte final. La porte de mon bureau s'ouvrit avec une force qui la fit presque claquer contre le mur. Mon père entra le premier, le visage rouge de fureur, un taureau dans une arène de verre. Ma mère le suivait, son expression un masque de chagrin outragé. Et derrière eux, Adélie, le visage fermé, les yeux fuyants. Alors, te voilà, aboya mon père, pointant un doigt accusateur dans ma direction. Tu te caches derrière tes avocats et tes millions pendant que tu détruis cette famille. Je ne me levai pas. Je restai assis derrière mon immense bureau en chêne massif, les mains jointes calmement devant moi. Le silence est une arme plus puissante que les cris. Je le laissai parler, déverser sa bile. C'est une simple invitation, Éloi. Une simple erreur. Et tu transformes ça en une guerre mondiale. Tu fais honte à notre nom. Ma mère prit le relais, sa voix tremblante de larmes de crocodile. Nous ne voulions que le meilleur pour ta sœur. Et toi, tu agis par pure méchanceté. C'est indigne. J'attendis qu'ils aient fini, que le silence retombe dans la pièce. Adélie n'avait pas dit un mot, se contentant de fixer un point invisible sur la moquette. Une erreur, répétai-je doucement. Ma voix, basse et calme, les força à tendre l'oreille. La méchanceté? Sans un mot de plus, je pris la télécommande sur mon bureau et allumai le grand écran mural dissimulé derrière une œuvre d'art moderne. D'un simple clic, je projetai le contenu de mon téléphone. L'écran s'illumina, affichant la conversation du groupe de discussion familiale. Leur groupe. Celui dont j'avais été exclu. Message après message, leurs mots, leurs propres mots, apparurent en lettres géantes. Hervé, père, l'acompte pour le traiteur est payé. On utilise l'argent des lois, bien sûr. Martine, mère, parfait. Dis à Adélie que c'est notre cadeau. De toute façon, Éloi est trop occupé avec sa petite entreprise pour vérifier les comptes. Un autre message de mon père, il faut que le mariage soit impeccable. Le fiancé d'Adélie a une carrière prometteuse, il faut impressionner sa famille. Je fis défiler. Puis je projetai l'email que ma mère avait personnellement envoyé à Madame Dubois, celui que j'avais reçu. La phrase clé était là, projetée en 4K pour qu'il ne puisse pas la manquer. Veuillez noter que les 50 000 € sont un cadeau de notre part, ses parents. Notre fils est très généreux mais parfois un peu détaché des réalités. Le sang quitta le visage de mes parents. Le rouge de la colère de mon père se mua en un gris cireux. Ma mère porta la main à sa bouche, comme si elle venait de voir un fantôme. C'était pire qu'un fantôme. C'était la vérité brute, écrite noir sur blanc. C'est alors que ma mère, cherchant désespérément une issue, balbutia une excuse qui en disait long. Je ne voulais pas que ton père se sente diminué.
Tu as tellement plus réussi que lui, Éloi. Il a toujours eu du mal avec ça. Je voulais juste qu'il se sente fier, qu'il puisse dire que c'était lui qui offrait ce mariage à sa fille. Cette révélation me frappa. Ce n'était pas seulement du mépris. C'était de la jalousie. La jalousie d'un père envers son propre fils. C'était pathétique, et d'une tristesse infinie. Adélie, elle, fixait l'écran, les yeux écarquillés. Elle lisait et relisait les messages, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Son visage passa de l'incrédulité à la compréhension, puis à une horreur silencieuse. Elle leva enfin les yeux vers moi, et pour la première fois, je ne vis pas de la colère, mais de la confusion et de la douleur. Ils étaient pris au piège. Leurs mensonges s'exposaient à la lumière crue de la technologie. Le silence dans la pièce était assourdissant, brisé uniquement par la respiration haletante de ma mère. Alors qu'ils étaient encore sous le choc, le téléphone d'Adélie vibra sur la table basse où elle l'avait posé. Un message de moi. Un simple message texte. Maintenant, es-tu prête à entendre le reste de la vérité? Rejoins-moi. Seule. Suivi d'une adresse. L'adresse d'un lieu qu'elle connaissait par les magazines, un lieu dont elle avait souvent parlé comme de son rêve absolu. Un lieu dont elle ne se doutait pas une seconde qu'il m'appartenait. La Villa Florentine. Perché sur la colline de Fourvière, c'était plus qu'un hôtel 5 étoiles, c'était un symbole, un ancien couvent transformé en un havre de luxe avec la vue la plus spectaculaire sur tout Lyon. Adélie avait découpé des articles à son sujet, rêvant d'y célébrer un jour un anniversaire important. Elle ignorait que j'en avais fait l'acquisition 2 ans auparavant, le joyau de ma branche hôtelière. Quand elle arriva 1 heure plus tard, le personnel, prévenu de sa venue, l'escorta jusqu'à la suite présidentielle que j'avais réservée. Je l'attendais sur la terrasse privée, le panorama de la ville s'étendant à nos pieds comme un tapis scintillant. Elle s'arrêta sur le seuil, visiblement intimidée par le luxe opulent des lieux. Son regard balaya la suite, puis la vue, avant de se poser sur moi. « C'est magnifique », souffla-t-elle. « Comment as-tu pu ? » « Assieds-toi, Adélie, dis-je doucement, en désignant un fauteuil en teck qui faisait face à la basilique illuminée. Elle s'assit, mal à l'aise. Le silence s'installa entre nous, seulement troublé par le murmure lointain de la ville. Je posai une fine mallette en cuir sur la table en verre et l'ouvris. J'en sortis les documents, un par un, les disposant méthodiquement devant elle. Ceci, commençai-je en lui tendant le premier papier, est l'acte de propriété de la société qui gère le château de la Vigne Dorée. Comme tu peux le voir, le propriétaire est Éloi Enterprises. Elle le prit, ses yeux parcourant le document sans vraiment comprendre. Je continuai, ma voix toujours égale, factuelle. Ceci est la structure de capital de Saveurs de Lyon. Participation majoritaire, Éloi Hospitality Group. Et voici pour l'objectif parfait. Et Fleur d'Éden. Je lui montrai tout. Les contrats, les bilans, les preuves irréfutables que l'intégralité de son mariage de rêve était financée par l'argent qu'il m'avait pris, et fourni par des entreprises que je contrôlais. Au début, elle essaya de défendre nos parents. « Mais pourquoi tu fais ça si grand ? C'est juste une erreur, une maladresse. Il ne voulait pas te blesser. » Sa voix était pleine de déni. « Une maladresse, Adélie ? » Je sortis alors mon relevé de compte, montrant le virement de 50 000 €. À côté, je plaçai une copie de l'email de notre mère à Madame Dubois. Notre fils est un peu détaché des réalités. Est-ce que ça ressemble à une maladresse ? Ou à un mensonge délibéré pour s'approprier mon argent et mon geste ? C'est en voyant ces 2 documents côte à côte que quelque chose se brisa en elle. Le déni laissa place au choc, puis à une compréhension douloureuse. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues. Elle regardait les papiers, puis me regardait, puis fixait la ville en contrebas, comme si tout son monde était en train de s'effondrer. « Je ne savais pas », murmura-t-elle, sa voix brisée. « Éloi, je te jure, je ne savais rien de tout ça. Je pensais que tu étais en colère pour l'invitation. » L'invitation n'a jamais été le vrai problème, dis-je doucement. C'était juste le symptôme. C'est à ce moment précis que la porte de la terrasse s'ouvrit à la volée. Mes parents. Ils avaient dû la suivre.
Mon père avait l'air fou d'inquiétude, ou peut-être de rage. Adélie! Tu vas bien? Ne reste pas seul avec lui, cria-t-il, comme si j'étais une sorte de monstre. Il avançait vers nous, le visage déformé par la panique. Il ne comprenait toujours pas. Il ne voyait pas les documents sur la table. Il ne voyait pas les larmes de sa fille. Il ne voyait que moi, l'ennemi, la source de tous ses problèmes. Il ne réalisait pas que le véritable danger pour son monde si bien construit n'était pas moi. C'était la vérité, étalée là, sous la lumière crue des projecteurs de la ville. Et elle était sur le point de tout consumeur. L'irruption de mes parents transforma la terrasse en une scène de théâtre. Mon père, protecteur et agressif. Ma mère, anxieuse, se tortillant les mains. Ils ne voyaient en moi qu'une menace pour leur fille, sans réaliser que c'était leur propre château de cartes qui était sur le point de s'écrouler. Assez, dis-je d'une voix qui, bien que calme, résonna avec une autorité qu'ils ne m'avaient jamais connue. Je pris une télécommande discrète sur la table. Vous vouliez savoir ce que je fais de mes journées? Vous vouliez comprendre mes bêtises inutiles? Regardez. J'appuyai sur un bouton. Un PAN de mur en pierre, qui semblait parfaitement solide, glissa silencieusement pour révéler un écran haute définition de 2 mètres de large. L'image qui s'afficha était le logo de Eloi Enterprises, sobre et puissant. Puis, la présentation commença. Ce n'était pas un simple organigramme. C'était une démonstration de force. Des cartes de France et d'Europe s'illuminèrent, montrant l'emplacement de nos bureaux, de nos actifs immobiliers, de nos centres de données. Des graphiques élégants illustraient notre croissance, notre chiffre d'affaires à 9 chiffres, notre valorisation sur le marché. Je ne me contentais pas de chiffres. Je leur montrais des visages. Une vidéo se lança, présentant des témoignages de mes employés. Des jeunes ingénieurs parlant de l'innovation, des architectes décrivant nos projets immobiliers éco-responsables, des gestionnaires de fonds expliquant notre stratégie d'investissement. Je leur montrais les projets communautaires que nous financions à Lyon, la rénovation d'une école dans un quartier défavorisé, le parrainage d'une équipe sportive de jeunes, notre fondation pour l'accès au numérique. Je voulais qu'ils voient. Pas seulement l'argent, mais l'impact. La substance. L'héritage que j'étais en train de construire pendant qu'ils se préoccupaient de plans de table et de commérage. Enfin, je projetais à l'écran l'article de Bernard Lemaître. À côté, je fis apparaître un communiqué de presse que mon équipe venait de publier. Il annonçait un partenariat stratégique entre Eloi Enterprises et la mairie de Lyon pour un projet de Smart City. L'article de Lemaître, à côté de cette annonce officielle et prestigieuse, paraissait soudain ce qu'il était, petit, mesquin et insignifiant. Vous avez essayé de me salir, dis-je en me tournant vers mon père. Vous avez contacté un journaliste véreux pour attaquer ma réputation. Pendant ce temps, voilà ce que je faisais. Je construisais l'avenir de cette ville. Le silence qui suivit fut total. Mon père regardait l'écran, sa mâchoire pendante. Ma mère semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ils ne regardaient plus leur fils. Ils regardaient un étranger, un titan dont ils n'avaient jamais soupçonné la véritable stature. La jalousie et le mépris dans leurs yeux furent remplacés par quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de la stupeur, et peut-être même à de la peur. C'est Adélie qui rompit le silence. Elle s'était levée, essuyant ses larmes avec le dos de la main. Elle ne regardait plus l'écran. Elle regardait nos parents. Vous m'avez menti, dit-elle, sa voix basse mais incroyablement ferme. Toute ma vie. Vous m'avez laissé croire qu'il n'était rien, alors qu'il est tout ça. Puis, elle se tourna vers moi, et dans son regard, il y avait un monde de regrets. En haï, dit-elle, utilisant un terme affectueux de notre enfance qu'elle n'avait pas prononcé depuis des années. Je suis désolée. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire maintenant. C'était une capitulation. Pas seulement la sienne. C'était la fin de l'ancien ordre familial. Et le début de quelque chose de entièrement nouveau. La demande d'Adélie, dis-moi ce que je dois faire, flottait dans l'air frais du soir. C'était un tournant. Pour la première fois, un membre de ma famille ne me demandait rien, ne m'accusait de rien, mais me demandait conseil. C'était un transfert de pouvoir, silencieux mais définitif.
Je regardais mes parents, qui semblaient figés, incapables de réagir. Puis je me concentrais sur ma sœur. Il n'est pas question d'annuler ton mariage, Adélie, commençai-je. Tu aimes ton fiancé, et tu mérites d'être heureuse. Mais les choses ne peuvent pas continuer comme avant. Il faut de nouvelles règles. Le lendemain, je les convoquai tous les trois à mon siège social. Pas dans mon bureau, mais dans la grande salle du conseil d'administration. Un lieu formel, intimidant, conçu pour affirmer une hiérarchie. Je n'étais pas seule. Bastien et maître Valérie Perrin étaient à mes côtés, leurs dossiers impeccablement alignés devant eux. Mes parents et Adélie s'assirent de l'autre côté de l'immense table en acajou, semblant petits et vulnérables. Voici ma proposition, annonçai-je. Je suis prêt à organiser un nouveau mariage pour Adélie. Nous avons un autre lieu magnifique, le manoir de la Rivière-Claire. Plus petit, plus intime, mais tout aussi élégant. Mon équipe peut tout mettre en place dans les délais. Chaque prestataire sera du même calibre, sinon supérieur. Ce sera un mariage magnifique. Un éclair de soulagement passa dans les yeux d'Adélie. Mais je levai la main. Cependant, il y a des conditions. Des conditions non négociables. Valérie prit la parole, sa voix d'avocate claire et tranchante. Premièrement, remboursement intégral des 50 000 €. Un chèque certifié devra être remis à Monsieur Éloi avant la fin de la semaine. Mon père ouvrit la bouche pour protester, mais un regard de ma part le fit taire. Deuxièmement, continua Valérie, une lettre d'excuse formelle, manuscrite, signée par vous deux, dit-elle en regardant mes parents, reconnaissant vos actions, le détournement des fonds et la tentative de nuire à la réputation de votre fils. C'était l'humiliation suprême pour mon père, mais je savais que c'était nécessaire. Pas pour moi, mais pour eux. Pour qu'ils prennent la mesure de leurs actes. Et troisièmement, dis-je en reprenant la parole, et c'est la condition la plus importante. Vous deux, dis-je à mes parents, allez passer une demi-journée ici, au siège. Bastien vous fera une visite complète. Vous rencontrerez les chefs de département. Vous assisterez à une de nos réunions stratégiques. Je ne vous demande pas d'aimer ce que je fais. Je vous demande de le comprendre. Je vous demande de le respecter. C'était ma véritable demande. Pas l'argent, pas même les excuses. Le respect. La reconnaissance de qui j'étais, de ce que j'avais accompli. Un long silence pesa sur la salle. Mon père fixait la table, son orgueil luttant visiblement contre la réalité écrasante de la situation. Ma mère regardait Adélie, attendant un signe. C'est Adélie qui scella l'accord. Nous acceptons, dit-elle, sa voix claire. Elle regarda nos parents. Nous acceptons tout. Le lendemain, ma mère déposa un chèque sur le bureau de mon assistante, la main tremblante. Et quelques jours plus tard, je vis mon père, l'homme qui m'avait dit d'arrêter mes bêtises inutiles, assis dans ma salle de conseil, écoutant avec une concentration perplexe mon directeur de l'intelligence artificielle lui expliquer les subtilités de l'apprentissage machine. Je ne ressentis aucune joie triomphante. Juste une profonde et étrange mélancolie. Était-ce vraiment ainsi qu'on devait gagner le respect de sa propre famille? En les acculant, en les forçant à voir? La question resta en suspens, une ombre planant sur cette victoire au goût amer. Le manoir de la Rivière-Claire était baigné d'une douce lumière de fin d'été. L'atmosphère était radicalement différente de celle du pompeux château initialement prévu. Ici, tout était élégance discrète, charme authentique. Des guirlandes de lumière étaient suspendues entre les vieux chênes, et le parfum des roses et du jasmin flottait dans l'air. C'était un mariage plus petit, plus personnel, et d'une certaine manière, plus vrai. Je supervisais les derniers détails, non pas comme un invité d'honneur, mais comme le maître des lieux, mon équipe se déplaçant avec une efficacité silencieuse autour de moi. Quand mes parents arrivèrent, leur attitude avait changé. Fini l'arrogance et la condescendance. Ils étaient hésitants, presque timides, comme des invités dans un monde qui n'était pas le leur. Mon père me fit un signe de tête respectueux à distance. Ma mère s'approcha. Éloi, c'est magnifique, dit-elle, ses yeux balayant le décor. Tout est parfait. C'est le travail de mon équipe, répondis-je simplement, mais il n'y avait aucune froideur dans ma voix.
La cérémonie fut émouvante. Adélie était rayonnante. Pendant la réception, vint le moment des discours. Quand ce fut mon tour, je me levai, une coupe de champagne à la main. Un silence attentif se fit dans l'assemblée. On dit souvent que la famille ne se choisit pas, commençai-je, mon regard passant sur Adélie, puis sur mes parents. Mais je crois qu'on peut choisir de la réinventer. On peut choisir de briser les vieux schémas, de remplacer les vieilles blessures par une nouvelle compréhension. On ne construit pas un héritage sur la rancœur ou la jalousie, mais sur la vision, le travail acharné, et sur le respect. Le vrai respect. Celui qui consiste à voir les autres non pas comme on voudrait qu'ils soient, mais comme ils sont réellement. Je levai ma coupe. À Adélie et à son mari. Puisse votre vie commune être bâtie sur ce respect. L'ovation fut chaleureuse. Mais le moment le plus poignant vint ensuite. Ce fut au tour d'Adélie. Elle se leva, prit le micro, ses yeux brillants de larmes. Elle remercia ses invités, puis se tourna vers moi. Je voudrais dire quelque chose de personnel, dit-elle, sa voix s'étranglant un peu. Quand j'avais 10 ans, je rêvais d'une poupée très spéciale pour mon anniversaire, mais elle était très chère. Mes parents m'avaient dit que c'était impossible. Mais le jour J, la poupée était là. J'ai appris bien plus tard que mon grand frère, Éloi, qui avait 15 ans, avait économisé son argent de poche et avait même arrêté de prendre son petit déjeuner à la cafétéria pendant un mois pour pouvoir me l'offrir. Elle fit une pause, les larmes coulant maintenant librement. Toute ma vie, j'ai eu un frère incroyablement généreux et brillant à mes côtés. J'ai juste été trop aveugle, trop influencé par les bruits de fond pour le voir. Éloi, ce mariage, ce n'est pas toi qui l'as sauvé. C'est toi qui l'as rendu possible, comme tu as rendu tant de choses possibles. Je suis si fière d'être ta sœur. Et je te demande pardon. Elle vint vers moi et me serra dans ses bras. Dans cette étreinte, des années de distance et d'incompréhension semblèrent fondre. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, mon père s'approcha de moi. Nous restâmes un moment en silence, à regarder les couples danser. Je suis désolé, Éloi, dit-il finalement, sa voix rauque. Pas seulement pour ce que j'ai fait. Mais pour tout ce que je n'ai pas fait. Pour toutes les fois où je n'ai pas regardé. Où je n'ai pas vu qui tu étais vraiment. C'étaient les mots que j'avais attendus toute ma vie. Et ils arrivaient enfin, non pas arrachés par la force ou la menace, mais offerts humblement, au milieu de la célébration d'un nouveau départ. La victoire n'était plus amère. Elle était douce. Les mois qui suivirent le mariage furent une période d'ajustement étrange et délicate. La dynamique familiale avait été brisée, et nous apprenions, pas à pas, à en construire une nouvelle. Les fondations n'étaient plus basées sur des habitudes et des faux-semblants, mais sur une vérité nouvelle et parfois inconfortable. Les dîners du dimanche, qui avaient été une source d'angoisse, reprirent, mais dans Montpentouse, sur mon territoire. Les conversations étaient différentes. Mon père ne me donnait plus de conseils condescendants sur la vraie vie. Au lieu de cela, il posait des questions. Des questions sincères sur mes projets, sur l'économie numérique, sur les défis de la gestion d'une entreprise en pleine croissance. Il écoutait. C'était nouveau. Ma mère, de son côté, avait commencé à collectionner les articles de presse qui parlaient de moi. Elle les montrait à ses amis avec une fierté qui n'était plus feinte. Un jour, je l'ai surprise en train d'essayer d'expliquer ce qu'était l'intelligence artificielle à sa sœur au téléphone. C'était maladroit, mais c'était un effort. Un véritable effort pour entrer dans mon monde. Adélie et moi étions plus proches que jamais. Nous nous appelions régulièrement, non pas par obligation, mais par envie. Elle me racontait sa nouvelle vie, me demandait mon avis. Elle était devenue mon alliée, ma confidente. Je gardais une certaine distance, bien sûr. Les cicatrices étaient là, un rappel constant de la fragilité de ce nouvel équilibre. Le respect qu'il me témoignait était né d'une démonstration de force, et une partie de moi se demandait toujours s'il aurait existé sans elle. Mais un soir, alors que nous étions tous réunis pour fêter l'anniversaire de mon père, je l'ai regardé rire à une de mes plaisanteries, et j'ai vu une lueur dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de l'admiration pour le PDG, ni de la crainte pour le magnate. C'était de l'affection. Simple et pure. L'affection d'un père pour son fils.
Peut-être que la réconciliation n'est pas une question d'oubli. Peut-être qu'il s'agit d'accepter le passé, avec toutes ses imperfections, et de choisir de construire un avenir différent. Notre famille a été brisée, mais parfois, c'est en se brisant qu'on peut se reconstruire plus fort, sur des bases plus honnêtes. Et c'est la question que je vous laisse. Croyez-vous à la seconde chance en famille? Pensez-vous que le respect et l'amour peuvent être appris, même tardivement? Partagez vos propres expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire compte. Si vous avez trouvé un écho dans la mienne, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.